de l'histoire des Juifs de France avec Christophe Dard ce matin et nous sommes durant la période de la Shoah. Nous avons évoqué le premier statut des Juifs le 3 octobre 1940 et les premières mesures discriminatoires prises à l'encontre des Juifs par le régime de Vichy quelques semaines seulement après la signature de l'armistice avec l'Allemagne. Aujourd'hui, nous nous arrêtons plus précisément en 1941, une année qui marque un tournant pour les Juifs vivant en France avec des mesures encore plus stigmatisantes adoptées à leur encontre par le maréchal Pétain et son chef du gouvernement, François Darlan. Nous allons évoquer plus précisément la création du commissariat aux questions juives et surtout cette rafle du 14 mai 1941, dite rafle du billet vert. Alors d'abord Christophe, avant de voir ce que vont donc subir les Juifs de France à partir de 1941, est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte ? Eh bien effectivement, et vous l'avez dit Ilana, il y a d'abord cette date importante du 3 octobre 1940 qui interdit donc aux Juifs français d'exercer certaines professions, fonctions publiques, enseignement, journalisme, justice. Seules les professions subalternes sont autorisées. Et encore, puisque ceux qui exercent ces postes doivent justifier d'avoir été des soldats pendant la Première Guerre mondiale, ce qui de fait exclut les femmes. C'est la première fois depuis 1791 que les Juifs ne sont plus citoyens français. Et puis il y a aussi cette loi du 4 octobre 1940 qui prévoit d'enfermer les étrangers juifs dans des camps d'internement dans le sud de la France, où ils sont rejoints par des convois de Juifs déportés par les Allemands depuis des régions que le Reich a annexées. Le premier statut des Juifs a du mal à être appliqué car rien ne définit dans le texte la manière dont les Juifs doivent être identifiés. Mais hélas, les Juifs ne bénéficient d'aucun répit. Pierre Laval quitte le poste de chef du gouvernement en décembre 1940. Son successeur, Pierre-Étienne Flandin, reste moins de 2 mois à ce poste. Et puis le 9 février 1941, c'est un certain François Darlan donc, qui est nommé vice-président du Conseil des ministres. Eh oui, effectivement, un petit peu éclipsé, c'est vrai, par Pierre Laval qui reviendra aux affaires quelques mois plus tard. Et pourtant, c'est un homme important, chef de la marine. Au début de la Seconde Guerre mondiale, nommé ministre de la marine au premier gouvernement du régime de Vichy en 40, chef du gouvernement donc en février 1941, où il est à la fois ministre de la marine, des affaires étrangères, de l'information et de l'intérieur. Et pourquoi c'est un homme important ? Eh bien justement parce que c'est lui qui va vraiment renforcer la politique de collaboration avec l'Allemagne. Darlan est parmi les artisans de la création en mars 1941, en effet, du commissariat général aux questions juives installé à Vichy. Cet organisme a une antenne dans le bâtiment de la Banque Léopold de Louis Dreyfus, dans le 2e arrondissement de Paris. Le commissariat général aux questions juives est présent donc à la fois en zone libre et en zone occupée. Et il est chargé de préparer et de proposer au chef de l'État toutes les mesures législatives qui concernent les Juifs, de fixer les dates de spoliation des biens, de désigner les administrateurs séquestres et de contrôler leur activité. Le commissariat est aussi chargé du traitement des Roms, qui sont eux aussi ciblés par la politique raciale allemande. Ce commissariat comprend en fait principalement 2 services. D'un côté, la police aux questions juives et de l'autre, c'est le service le plus important, la direction de l'arianisation économique qui en fait est chargée de l'exécution des mesures économiques prises contre les Juifs et qui englobe à la fois le service du contrôle des administrateurs provisoires qui procède à la vente ou à la liquidation des entreprises juives. Le décret du 20 octobre 1941 qui organise le commissariat général aux questions juives va prévoir un effectif total de 766 employés dont près de 85% sont affectés dans les différents services de ce qu'on appelle l'arianisation économique. Le commissariat général aux questions juives est dirigé de sa création à mai 1942 par un dénommé Xavier Vallat, sympathisant de l'Action française, ligue dans laquelle il a été très actif. Il est aussi membre des Croix de Feu pendant quelques années, plusieurs fois député au sein de la Fédération républicaine, le grand parti de droite de l'époque. C'est lui qui déclare notamment au moment de l'arrivée au pouvoir du Front populaire, à propos du nouveau chef du gouvernement Léon Blum, pour la première fois, je cite, ce vieux pays gallo-romain sera gouverné par un juif. Et on avait effectivement évoqué le tollé provoqué par ses propos dans l'enceinte même de l'Assemblée nationale en 1936. Xavier Vallat qui s'en prend aussi d'ailleurs en passant ce jour-là à un autre député, Georges Mandel, qui surnomme Jéroboam Rothschild. C'est donc pas la première fois que Vallat en fait tient des propos antisémites sur Léon Blum. Ça permet de cerner le personnage puisqu'en 1934 il avait déjà accusé Blum d'incarner, je cite, la voix d'Israël. Mais en 1936 c'est donc la première fois qu'en France un député d'un parti républicain et figure importante de la vie
vie politique, Vallat tient des propos antisémites au sein même du Parlement. Alors, pour évidemment décrire un peu le personnage, en 1940, il vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, qui est d'abord associé au gouvernement de Vichy comme secrétaire général aux anciens combattants. Et c'est donc logiquement, compte tenu de ce passé que j'ai évoqué, que donc Xavier Vallat prend la tête du commissariat aux questions juives, où il s'entoure bien sûr d'antisémites. Et parallèlement d'ailleurs à ce commissariat, il crée au sein du service des étrangers de la préfecture de police de Paris un service juif qui emploie entre 100 et 150 agents en 1941 et 1942. Quelques semaines après la création du commissariat général aux questions juives, et alors que les Allemands exigent l'application de la loi du 4 octobre 1940 qui permet l'internement des juifs étrangers, 6494 juifs étrangers, polonais, autrichiens et tchécoslovaques sont convoqués à la date du 14 mai 1941 à 7 heures précises pour un examen de la situation. La convocation, sous forme de billets verts, est signée par le commissaire de police de Paris. Et c'est une liste en fait qui a été établie grâce au fichier du recensement effectué à partir de septembre 1940 par les autorités françaises sur ordre de l'occupant allemand. En fait, ce sont des hommes de 18 à 60 ans. Ils doivent se rendre accompagnés d'un parent ou d'un ami dans divers lieux de Paris, notamment le gymnase Japy dans le 11e arrondissement de la capitale, mais aussi la caserne Napoléon ou encore la caserne des Minimes, respectivement dans les 4e et 3e arrondissements. Et les juifs de proche banlieue sont convoqués directement dans les commissariats et postes de police. Alors pour beaucoup, comme ce sont des pères de famille engagés volontaires au début de la guerre, ils ont d'ailleurs combattu pour la France pendant la guerre, eh bien ils s'attendent bien sûr, en allant à cette convocation, à avoir leur situation régularisée. Ils ignorent en fait le piège qui va se refermer sur eux. Plus de la moitié, 3710 précisément, obéissent car ils pensent qu'il ne s'agit que d'une simple formalité administrative. Malheureusement, des policiers procèdent au contrôle des papiers et les gardiens de la paix assurent l'encadrement. Théodore Danker, chef du service des affaires juives de la Gestapo à Paris, est présent, de même que l'amiral François Barre, le préfet de police de Paris. Et c'est là qu'ils sont arrêtés, ces hommes, pendant que la personne qui les accompagne est invitée à aller leur chercher des affaires et des vivres. Près d'un tiers des arrestations ont lieu au gymnase Japy. Ils sont transférés en autobus à la gare d'Austerlitz, déportés le jour même par 4 trains spéciaux vers 2 camps d'internement du Loiret, à une centaine de kilomètres au sud de Paris, qui d'abord étaient des camps de prisonniers. Environ 1700 sont à Pithiviers, 2000 à Beaune-la-Rolande. À Pithiviers, ils sont répartis dans 17 baraquements. Il fait très chaud l'été, très froid l'hiver, pas d'aération, pas d'isolation. Le sol est en terre battue, la paille pour les lits rarement changés, pas de douche, des lavabos extérieurs seulement, et puis des latrines en guise de toilettes. C'est la première vague d'arrestations massives de juifs sous le régime de Vichy, un épisode dramatique qui est donc appelé aujourd'hui la rafle du billet vert. Pendant un an, environ 800 prisonniers réussissent à s'échapper, mais ils sont souvent à nouveau arrêtés. Très rapidement, les proches ne sont plus autorisés à rendre visite aux internés. Et puis au début de l'année 1942, des bruits commencent à courir à propos d'un possible départ vers l'Est. Et dans leur très grande majorité, les victimes de cette opération sont déportées dans les 4 convois de juin et juillet 1942 assassinés à Auschwitz-Birkenau. Parmi d'ailleurs les personnes raflées se trouvait le grand-père paternel de l'animateur Michel Simès, Raïm, mort à Auschwitz. Une plaque commémorative rappelle cet épisode, gare d'Austerlitz à Paris, où les juifs arrêtés avaient été déportés, mais c'est un épisode encore peu connu aujourd'hui et heureusement, des photographies de cette rafle prise par un soldat allemand, Harry Kroner, existent. Le mémorial de la Shoah à Paris a acquis auprès de collectionneurs 98 clichés. La plupart sont inédits. Merci beaucoup Christophe Dard, des images donc pour se souvenir et ne jamais oublier. Merci beaucoup Christophe pour cet épisode consacré aux mesures prises donc contre les Juifs dans les premiers mois de l'année 1941. Et rendez-vous donc au prochain numéro pour parler cette fois du second statut des Juifs toujours en 1941.